Bonjour, bienvenue dans les studios de Radio Broadgenet, partenaire officiel de la saison Africa 2020 en Bretagne. À la demande du comité académique Africa 2020, nous vous présentons cette deuxième rencontre régionale en ligne sur le thème Images, cinéma, médias. Nous sommes le 17 février et l'ensemble des contenus dont il est question sur ce plateau média seront en ligne au retour des vacances en mars. Ce plateau média vous est présenté par Radio Broadgenet, le Cinéma Rex et l'association Timiline à Pontivy, ville qui accueille la rencontre régionale Africa 2020 des 10 et 11 avril au Palais des Congrès. Pour suivre l'actualité de la saison, vous pouvez vous rendre sur le site d'Eduscol, où les différents projets labellisés en Bretagne sont présentés, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous remercions le comité académique Africa 2020 et tous les contributeurs, contributrices de 3 continents qui ont répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors nous accueillons sur le plateau un projet labellisé Africa 2020 depuis plus d'1 an. Alors à nos côtés, je vous présente Liban Doualé. Bonjour Liban. Bonjour. Nicolas Le Toutour. Bonjour. Voilà, de son nom d'artiste Nico. Et dans le studio avec nous, Benoît Rouet, directeur du Cinéma Rex. Bonjour Benoît. Bonjour. Et derrière les platines, notre ami Gaël Ledu, directeur de Radio Broadgenet, qui va conduire cette première interview pour vous parler d'un projet original qui implique 2 établissements scolaires du Morbihan, l'école L'Armorique à Vannes et le lycée Joseph Lotte. Mais nous allons en savoir plus grâce à Gaël et à tes questions. Oui, parce qu'effectivement, Françoise, c'est moi plutôt qui vais poser les questions sur cette première interview de la première partie de cette journée, puisque Françoise, tu as été aussi au cœur de ce projet. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter un petit peu comment il est né, comment il est arrivé ce projet ? Alors, le projet est né suite à diverses rencontres. La première rencontre, c'est avec le réseau Bretagne Solidaire, l'association Timiline dont je suis présidente et dont Liban est bénévole, a été invité à rejoindre le conseil d'administration. Et c'est comme ça que nous avons rencontré Manuel de Lima. Manuel de Lima était en charge jusqu'au 1er février du service Relations internationales du rectorat, donc de l'Académie de Bretagne. Et Manuel m'a invité à rejoindre le fameux comité Africa 2020 qui s'est créé le 16 décembre. De là, j'ai eu les informations. J'ai su qu'il fallait, dans un temps record, remonter des projets permettant de travailler avec des classes et des équipes pédagogiques. Et il se trouve aussi qu'avec Liban, nous étions allés au festival de Dinard. Alors, quel lien entre la BD Dinard et Pontivy ? Eh bien, à Dinard, il y avait un film qui s'appelle A Girl from Mogadiscio. Nous vous en parlerons à la fin de cet après-midi, de cette séquence. Et Liban était avec moi pour rencontrer une jeune femme, Ifra Ahmed, une Somalienne, réfugiée comme Liban, en Irlande. Et j'ai vu comment une réalisatrice irlandaise pouvait ressortir un film très fort, très touchant, à partir de faits réels, hein, de la vie d'une jeune femme somalienne. Et tout naturellement, je me suis dit, si nous, on peut pas faire de film à Pontivy, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une BD, puisqu'on a la chance d'avoir Nico en centre-ville avec son très bel atelier. Et que, voilà, il y avait l'idée du pari de créer un projet 100% pontivien. C'est vrai, c'était un petit plaisir aussi de se dire, on peut faire tout ça en local, grâce à la présence de Liban, à sa très belle histoire personnelle, et grâce au talent de Nico. Alors justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur nos 2 invités du jour, 2 protagonistes de ce projet. Liban, Nico, est-ce qu'on pense savoir un petit peu plus sur vos parcours respectifs ? On va commencer par Liban, qui est quand même la star du c'est projet. toi, Nico. Alors Liban, qui es-tu ? Je suis Liban Doualé. Je viens somalien. Je suis Liban Du. Et ça, c'est mon prénom. J'ai arrivé ici, Bretagne, parce que mon prénom maintenant, c'est Liban Du. Maintenant, j'ai arrivé en France en 2018. Maintenant, j'habite à Pontivy, je compte avec les gens, je travaille, c'est magnifique. J'ai commencé le projet avec Star Nico, avec François aussi, elle travaille avec nous pour projet. On travaille beaucoup pour ça parce que après on est allé au lycée, collégien, pour des infos, pour conseils, pour ça.
Et donc à tes côtés, tu l'as dit, superstar de Pontivy, Nico, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités? Ouais, bon, alors, superstar, ça se discute, mais donc moi je suis dessinateur, ce qui inclut beaucoup de choses, le monde de la communication, l'illustration, la bande dessinée, le dessin de presse. Donc dessinateur, c'est un terme un peu générique, mais au moins qui englobe tout. Oui, j'ai le plaisir de travailler et de vivre à Pontivy, et donc j'ai été contacté par Françoise, que je connaissais d'autres cercles, mais qui étaient toujours animés par des sensibilités culturelles autour de plein de choses, le monde bretonnant, mais pas que. Et elle m'a parlé de Liban et d'Africa 2020 et d'une bande dessinée. Et comme moi, j'adore dessiner l'histoire et la mettre en scène, raconter les gens, raconter des histoires, j'ai tout de suite répondu à l'appel parce que vraiment, ça me semblait très intéressant. Une rencontre s'est vite organisée dans le très bel atelier que décrivait Françoise avec Liban et Françoise. Et donc, autour d'un café, on a commencé à parler de ce projet. Liban m'a parlé. Et les choses se sont mises en place, je trouve, rapidement, simplement et merveilleusement. La sauce a tout de suite pris, vraiment. Et donc, une intervention auprès d'une classe de l'école armorique, une classe de CE2 à Vannes, s'est organisée. Donc, il a fallu commencer à réfléchir à un format pour raconter l'histoire de Liban autour de ce projet, comment il était financé, comment il était suivi, le nombre de séances d'intervention. Enfin, il y a quand même tout un tas de choses à mettre en place. Et on a commencé à travailler. Et là, vraiment, on est entré dans le vif du sujet que je détaillerai peut-être un peu plus tard. Et donc, si on revient à la première rencontre, quand tu as appris à connaître un petit peu Liban, quels sont les éléments de sa personnalité, de son parcours qui t'ont tout de suite marqué? Liban, c'est avant tout un sourire. Un sourire qui ne laisse absolument pas imaginer tout ce qu'il a pu traverser. Et ensuite, ça a été un naturel complet. Et donc, comme je vous le disais, la sauce a pris tout de suite. Il y a eu un petit moment d'hésitation parce que Liban parle essentiellement anglais. Il se met au français avec beaucoup de progrès d'ailleurs, donc on peut pas mal échanger. Mais l'anglais, quand même, c'est presque sa langue principale. Je vais pas dire sa langue maternelle puisque c'est le somalien. Mais j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que j'ai dû me remettre à l'anglais. Et puis, ça c'est revenu très rapidement. Et comme je le décrirai peut-être tout à l'heure, on a travaillé tous les deux en anglais et en français parce que ça l'aidait beaucoup dans la narration et dans l'écriture. Et cette bande dessinée, alors on en est où exactement et à quoi elle va ressembler? Ce sera une BD complète sur l'histoire de Liban, c'est ça? Alors, ce n'est pas un album complet. On nourrit peut-être des perspectives à terme, après peut-être l'épisode auprès de Joseph Lotte pour éventuellement imaginer des choses. Dans l'immédiat, on est sur un petit format, c'est-à-dire que avec la classe de CE2, auprès duquel je suis intervenu, ils vont suivre l'évolution du projet. Et donc, je vais un petit peu le coécrire avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un regard dessus, une analyse. La première rencontre, je leur ai montré les mécanismes et le langage, l'univers de la bande dessinée, sa construction. Donc, fort de ces enseignements, je vais revenir auprès d'eux et on va réétudier tout ça. Je vais leur montrer comment moi j'ai travaillé avec Liban de concert. Et à terme, on arrivera à 2 planches qui seront imprimées sur un support qui pourra se déplacer et accompagner Liban lors de prise de parole et d'intervention. Donc 2 planches, une planche qui va résumer sa vie en Somalie, la bascule, sa traversée et l'arrivée en Europe et sa nouvelle vie à Pontivy. Alors Liban a déjà été dessiné en bande dessinée, ça y est, maintenant il y a déjà les premiers croquis, on va dire, qui existent, c'est ça? Oui, tout à fait. Le jour de la première interview officielle, j'ai voulu justement marquer le coup et ça m'est venu la veille au soir. Je dis c'est pas possible. On va parler de Liban en bande dessinée. Il faut que le personnage prenne corps. Et donc j'ai travaillé le matin juste avant le début de l'interview et j'ai préparé le portrait de Liban adapté en bande dessinée en m'appuyant sur une photo de lui. Et donc j'ai présenté officiellement. Cette séquence a été filmée, elle était pleine d'émotions et vraiment elle m'a beaucoup touché. Et ce qu'il faut, c'est voir la réaction de Liban qui vaut tous les commentaires, vraiment. Ah. Bon, Liban, alors on ira voir bien sûr la réaction quand tu découvres que tu es devenu un personnage de bande dessinée. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bizarre de se voir en dessin? Non, c'est pas important pour physique, c'est important le cœur.
Ça, moi, je suis content parce que je confiance avec Nico, parce qu'il est faire bonnes photos, il dessine bien, je confiance avec lui. Je suis content pour ça, avec BD, avec Nico. Et on a parlé d'élèves, de lycéens, mais également d'une école primaire. Et je crois que c'est à Vannes que ça se passe, Françoise. Oui, donc il se trouve que ce projet Africa 2020 est aussi lauréat d'un autre appel à candidature nationale du Centre national du livre et du ministère de la Culture, BD 2020. C'est aussi pour ça que j'avais choisi la BD, parce qu'on était en 2020 dans l'année de la BD, et j'espérais effectivement récupérer un peu de financement grâce à ça. C'est le cas. Donc Nico est le seul auteur de BD en Morbihan à bénéficier d'une résidence de création dans une école. Donc tu l'as dit, Gaëlle, cette école se situe au quartier Carcado à Vannes. Il s'agit de l'école L'Armorique. Et nous accompagne sur ce projet Delphine Laroche, qui est professeure des écoles et qui accompagne ces 12 élèves de CE2. Et chose extraordinaire pour notre projet, ces 12 enfants de 9 ans sont tous des migrants. Donc nous avions dans la salle 12 enfants originaires de 12 pays différents, plus Liban de Somalie, plus nous de la France. On était 14 pays représentés, et je pense que ce sont des situations très rares. Donc le projet commence aujourd'hui, on a hâte. Les enfants sont absolument au courant de rien. Ils savent qu'ils ont la venue de 3 personnes, mais c'est vraiment secret, total. Ils ont déjà préparé quand même l'arrivée des 3 personnes dans la classe, parce que j'ai quand même insisté sur le fait qu'on allait se revoir plusieurs fois. Que voilà, c'était vraiment une résidence d'auteur, un travail, un partenariat. Là, on va passer toute la journée ensemble. Donc, vous voyez, on a changé la disposition de la classe. On n'est plus devant la maîtresse, devant le tableau en frontal. On a essayé de créer un petit espace pour que l'échange soit plus facile. Donc voilà, on a vraiment hâte de commencer, et j'ai hâte de voir leur réaction. L'idée, c'était de dire, voilà, les personnes vont arriver en classe et comment on va les accueillir. Alors, Françoise Ramel étant là, j'ai pas envie de dévoiler le secret, mais voilà, ils ont réfléchi à comment on va faire pour les accueillir et leur montrer que on les attend avec impatience. Pour parler de la journée, et là, il y a un premier temps avec Liban qui va nous raconter son parcours, et un deuxième temps cet après-midi avec Nico, donc l'auteur, qui va nous parler de son métier et nous expliquer que l'histoire de Liban, il va la mettre en bande dessinée. Et ensuite, on va mettre les enfants au travail, un petit peu acteurs du projet. On est ici dans un quartier avec des enfants qui ont des parcours similaires à Liban. Donc je pense que déjà ça va leur parler. Et puis on a hâte qu'il nous parle aussi de sa vie là-bas, même si lui ça risque de remuer des choses, puisque voilà, reparler de ce qu'il a quitté, mais qui parle un petit peu de la vie en Afrique et de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a laissé derrière lui, et au contraire là maintenant sa vie ici en Bretagne et à Pontivy. Je pense que moi, avec les enfants, je vais me concentrer sur la partie récit. Comment, à partir de ce qu'on a entendu et vécu aujourd'hui, créer sa propre histoire, et ensuite, Nico la mettre en bande dessinée. Donc ça, c'est encore à voir entre nous et à voir avec l'auteur. Alors, on vient donc d'entendre le témoignage de cette enseignante vantaise. Elle a parlé d'un accueil, d'une petite surprise qu'avaient préparé les élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors quand nous sommes arrivés, Françoise, Liban et moi-même, ils nous ont dit non, ressortez, ils sont en récréation, ils ont prévu une surprise pour vous, vous ne pouvez pas rentrer les attendre. Donc on allait dans le couloir, et quand on est rentré, nous nous sommes placés donc face à eux, ils nous entouraient. Et ils ont commencé à entonner une chanson accompagnée d'une petite danse. La chanson avait pour titre « Je veux apprendre » et je crois qu'elle est d'ailleurs marquée par un fait d'actualité, puisqu'elle est sortie juste après le terrible événement avec Samuel Paty. Donc il y avait vraiment, c'était très fort de sens, ils étaient vraiment mignons comme tout, ils ont été filmés, et ça a été un moment où on était
comme trois idiots à les écouter. On était sous le charme, mais on s'y attendait vraiment pas à ça. Et ils nous ont vraiment soignés et ça a été un moment magique du début à la fin cette journée. Oui, donc c'est l'occasion aussi de remercier Pontivy Communauté qui a recruté Liban Doualé au 1er décembre dans un chantier d'insertion. Et Liban nous disait pendant la vidéo, ce serait bien de passer un petit coucou à mes collègues et puis à l'encadrant technique qui s'appelle Ronan. Voilà, Liban, c'est fait. On passe un bonjour à tous tes collègues de Pontivy Communauté. Puis, comme tu es en tenue de travail, on va vite te rendre à tes occupations. Mais avant, parlons quand même, Gaëlle, du projet de BD, parce que là, on parle d'une action pédagogique, avec les deux écoles dont j'ai parlé, celle de Vannes, celle de Pontivy, le lycée de Pontivy, mais aussi toutes les écoles qui ont déjà sollicité des interventions plus ponctuelles avec Nico et Liban, et aussi des festivals. Mais un projet BD, Nico, ça reste un projet en soi? Oui, complètement. Il y a beaucoup de travail en amont et donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec Liban. On est dans la partie construction. Voilà. Alors, ça demande quel type d'approche? Déjà, il y a l'histoire de Liban que tu dois t'approprier, mais ça passe par des détails aussi, sa vie en Somalie, les habits, les habitations. Alors, ce qu'il m'a fallu, puisque j'avais la chance d'avoir Liban, c'est le connaître. Et plus j'apprends à connaître Liban, et mieux je peux raconter son histoire. Donc, on a beaucoup échangé. Il y a eu ensuite une première réunion où j'ai fait ce qu'on appelle un synopsis. Donc, j'avais des grandes feuilles de 80 par 60. J'en ai fait 3 comme ça avec une immense flèche qui partait de la Somalie jusqu'en France. Et c'était ponctué de repères. Chaque repère avait des détails, des éléments de description, des éléments qui allaient demander des éléments complémentaires. Et donc, on a cheminé comme ça avec Liban. On a fait un premier, on va dire un chemin de fer, pour utiliser un terme de presse. Par la suite, j'ai commencé à me renseigner de mon côté. J'ai dû préparer cette intervention auprès des élèves de CE2. Donc, ça m'a encore plus plongé dans la Somalie, puisque je vais parler des animaux. Donc, ne fût-ce que comparer la faune somalienne et la faune bretonne. Ça peut être sympa pour des CE2 de comparer, de voir à quel point il y a des différences et parfois aussi des choses qui se ressemblent énormément. Liban, ça va faire d'ailleurs l'objet d'une comparaison dans la bande dessinée. Après cette intervention, pendant que Liban parlait aux enfants, j'ai pris des notes. Pendant toute la séance, j'ai pris des notes parce qu'il disait des choses qu'il ne m'avait pas dites à moi, qui étaient vraiment prises sur le live. De ces prises de notes, j'ai redemandé à Liban de venir. Je lui ai dit, écoute, tu as parlé de ça. Donc, par exemple, quand tu as fait ta traversée de la Libye jusqu'à l'Italie, tu as été dans un canot pneumatique. De quelle couleur était le canot? Des Espagnols sont venus te sauver. Qu'est-ce que c'était comme bateau? Qu'est-ce que tu portais comme vêtements? Qu'est-ce que tu portais comme vêtements en Somalie? Quelle était ta coupe de cheveux? Dans quoi buvais-tu ton thé? Tous ces éléments, tous ces petits riens qui vont faire que sa BD va vraiment être immersive et très narrative et surtout qui va coller à son histoire. Il faut que Liban s'y retrouve. Donc ça a déjà été un très bon point de départ, qu'il s'apprécie en tant que personnage. Maintenant, c'était une esquisse. Là, hier, il était à mon bureau. Je l'ai mitraillé sous tous les angles avec mon appareil photo, de face, de profil, de haut, pour avoir son visage et je vais pouvoir travailler dessus pour avoir ses expressions. Et ça va me servir de base pour le projet suivant, mais on n'en est pas encore là, donc on enchaînera peut-être sur le projet suivant. La réaction des enfants, parce qu'on fait ça pour ces jeunes, pour ces enfants. D'une part, il y a le besoin d'adapter en fonction du public, parce que le projet suivant, ce sera avec 2 classes de seconde encadrées par Gwenaël Grigny, qui est professeur de français au lycée Joseph-Lotte de Pontivy, et les 2 documentalistes. Donc, il faut s'adapter à ton public. L'histoire de Liban, c'est aussi une histoire dramatique. Donc, on peut pas tout dire à des enfants on peut pas tout écrire et tout raconter avec les enfants de CE2. Oui, à plus forte raison que ces enfants de CE2 sont des réfugiés. Sont des Donc, migrants. ils ont aussi vécu des moments dramatiques dans leur vie. Voilà, et leurs parents sont peut-être très sensibles par rapport à certaines notions. Je vais donner un exemple. Ce qui a fait fuir Liban, la Somalie, c'est Al-Shabaab, qui sont des djihadistes. Ça, c'est quelque chose qui était déjà très délicat. On a tous en tête le spectre de Samuel Paty. J'en ai discuté, on a eu cette réunion. Tu étais présente avec je vais dire les 2 Delphines, parce que la directrice et l'enseignante de l'école armorique s'appelait Delphine. Donc, j'aime bien dire les 2 Delphines. On a fait une réunion et j'aurais dit, mais attendez, Liban, il est parti pour ça. Et elle nous a dit, oui, c'est vrai, on ne peut pas en parler comme ça, on ne peut pas attaquer de front. Donc, Liban va partir à cause de la guerre. Donc, on ne ment pas, mais il y a des choses qu'on ne peut pas attaquer frontalement.
dans la version, on va dire, plus punchy, plus adulte qu'on fera auprès de Joseph Lotte. Là, on va montrer les choses avec un trait différent, une approche différente. Alors, et après ce travail auprès des écoles, grâce à Africa 2020, grâce à BD 2020, est-ce que tout le monde me demande, moi, Françoise, est-ce qu'on peut voir la BD? Bah, j'ai non, elle n'existe pas encore, elle est en création, mais tout le monde est un petit peu curieux de savoir, voilà, est-ce qu'elle va exister cette BD ou pas? Et comment on va pouvoir suivre toutes ces étapes aussi, oui. Alors, comment on va les faire suivre? Alors, c'est une excellente question, puisque le premier public, ça va être la classe avec qui on travaillait. Ensuite, je pense qu'il y a toujours moyen de communiquer là-dessus. La prochaine séance, le 9 mars, avec les élèves de CE2, ça va être la BD sous forme de storyboard en esquisse, parce que je voulais pas leur présenter un produit fini. Je voulais qu'ils participent, qu'ils interviennent. Et donc, la séance suivante, il y aura la BD. Et là, je pense que là, elle va pouvoir prendre son envol et que Liban va pouvoir s'en servir et la BD va pouvoir servir Liban. Liban? Merci Nico, merci Radio Progenet, Gaël, merci Françoise. Moi je dis parce que mon histoire c'est pas rigolo, c'est pas comme plaisir, c'est pas ça, parce que on travaille pour ça, comme psychiatre, Comme un psychiatre, c'est une sorte de thérapie. pour aider les gens, pour mon histoire. Beaucoup de gens, beaucoup de dépression, beaucoup de problèmes. Peut-être pas beaucoup, mais après, les gens lire mes histoires, écouter mes histoires, après, comme médecin. C'est mieux pour aider les gens, pour conseiller les gens, pour parler beaucoup plein de choses. C'est comme ça, je dis, c'est pas rigolo, c'est important. Merci Nico. On continue comme ça. Merci à toi, Liban. Merci, Liban. Merci. Nico, Liban, merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Broadjunet pour nous faire part de ce projet qu'on a hâte de découvrir sur ces prochaines étapes. Et voilà, merci et bravo pour ce travail. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à toi, Gaël. Merci Gaël. Alors, tu posais la question, Gaël, comment suivre ce projet? Eh bien, d'une part, en s'intéressant à ce qui se passe, et puis en suivant peut-être le blog de Liban Doualé, la presse locale, hein, Pontivy Journal et Ouest France ont déjà évoqué ce très très beau projet. Et puis, il y a beaucoup de choses déjà publiées sur Liban Doualé ou grâce à Liban Doualé sur le net, notamment grâce à Mondoblog, mais aussi à une rédaction parisienne dont il va être question tout de suite là dans une interview. Ce média s'appelle Getty News. C'est une initiative qui est née il y a 2 ans, justement sur la question comment un journaliste qui vient d'un pays étranger, qui est migrant comme Liban, peut aussi trouver des espaces d'expression et peut apporter son regard. L'idée, c'est pas toujours de regarder les migrants, mais aussi de voir comment ces personnes, quel que soit leur statut, demandeurs d'asile, réfugiés, apporte aussi un regard pertinent qui nous interroge sur nos modes de vie, sur notre société, voilà, sur nos limites aussi. Donc voilà, donc je trouvais intéressant suite à un cas concret avec un beau projet Africa 2020 BD 2020 breton 100% pontivien, d'aller interroger Nina Guédard, donc la rédactrice en chef de Getty News, avec cette question, pourquoi c'est intéressant de faire intervenir un jeune Africain migrant dans une école, dans un établissement scolaire. Getty News vient tout juste d'avoir 2 ans, en effet. C'est un média associatif, collaboratif, qui a été créé à la fois par des journalistes réfugiés en exil dans l'Hexagone et par des journalistes français. Le but est simple, c'est de faire travailler les personnes en binôme afin de porter un autre regard sur la migration, tant on sait que le sujet a été rebattu dans les médias traditionnels, mais que le récit qu'on en fait est souvent biaisé. On assiste souvent, surtout à une espèce de prévalence des mesures défensives qui viennent aussi désincarner les parcours et les trajectoires, qui pose un autre sujet, celui d'humaniser les personnes, puisque bien souvent, même quand on parle de migration, les personnes concernées sont privées de parole. D'ailleurs, on avait remarqué ça sur YouTube, on avait fait un petit calcul. Entre 2015 et 2019, le terme réfugié était apparu 35 000 fois dans les titres des médias français, mais seulement dans 10% des cas, on donnait la parole aux personnes concernées. Alors, Getty News, si je comprends bien, permet à des journalistes exilés de s'exprimer à travers votre site web ? Exactement. Via justement un travail en binôme dans la rédaction,
pour faire travailler ensemble, pour mutualiser en somme les compétences entre deux journalistes différents, issus d'horizons divers. Alors, quels sont les sujets que vous abordez? Est-ce que c'est vraiment exclusivement la question de la présence en France de ces personnes, de leur accompagnement, de leur intégration peut-être? Ou est-ce que ça peut traiter de sujets plus larges? Alors, en fait, nous, on gage que le sujet migratoire, c'est un sujet qui est transversal, qui permet de parler de tous les grands enjeux qui nous animent aujourd'hui, à la fois en termes d'éducation, de santé, de sexualité, d'économie, enfin vraiment avec un spectre extrêmement large. Et donc, il s'agit de parler pour un public qui est peut-être un peu éloigné de ce sujet-là, de toutes les problématiques à la fois en France et en Europe. C'est la première partie, donc ça peut en effet à la fois être des reportages, des témoignages de personnes. Et après, il y a une seconde partie, c'est aussi permettre aux journalistes en exil de parler du pays qu'ils ont fui. Donc là, par exemple, récemment, on a eu un article d'Anderson D. Michel, qui est un journaliste haïtien en exil ici à Paris, et qui s'inquiète de la montée de l'autorité du pouvoir en place. Quand on aborde la question migratoire d'un point de vue journalistique, quels sont, selon vous, les pièges à éviter? Eh bien, il y en a plusieurs. On remarque que il y a quand même des tropismes. Il y a, je le disais, les mesures souvent sécuritaristes. On l'a vu notamment au moment de 2015 avec les attentats qui ont frappé la France et où la figure de l'étranger est devenue la figure du migrant qui représentait au choix un danger ou une menace. Et ensuite, il y a aussi une indifférenciation des termes dans l'écriture de la migration. Et ça, on l'a encore remarqué très récemment, par exemple avec l'évacuation du campement de Saint-Denis dans le nord de Paris, notamment, où on va utiliser de la même façon les termes réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, déplacés, comme s'ils recouvraient la même réalité, alors que ce n'est pas le cas. Passons à la notion d'éducation aux médias. Si je suis enseignante dans une école, un collège, un lycée, et que je veux justement travailler avec une classe sur ces questions migratoires, est-ce que Getty News apporte des outils? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est aussi la deuxième grande activité de Getty qu'on a créée dès les prémices du projet. Où on fait intervenir de la même façon un binôme de journalistes français et un journaliste exilé pour mobiliser élèves et enseignants sur cette problématique. Donc à la fois la problématique de l'exil, mais aussi une problématique qui est corrélée, celle de la liberté d'expression. Et le but aussi, c'est de créer des rencontres, vraiment. Donc on a une première partie qui est un temps de rencontre entre journalistes en exil et la classe, avec un témoignage sur la censure, sur l'empêchement. Il y a un peu un état des lieux de la liberté de la presse, à la fois en France et dans leur pays d'origine. Et puis une deuxième partie qui est plus une partie de déconstruction, donc qui permet d'outiller les plus jeunes à l'aide de quiz, par exemple, ou d'autres instruments. Il y a évidemment aussi la question des fake news, particulièrement sur le sujet de la migration. Ils fleurissent énormément. Et donc, le but, c'est aussi de donner à voir aux élèves des outils qui leur permettent de repérer les fake news, de les identifier, de s'en détacher, pour qu'en fait, sans le vouloir, après, eux aussi ne puissent pas les propager. Donc, ça s'inscrit vraiment, dans cette activité d'éducation aux médias pour à la fois sensibiliser, humaniser ces parcours, mais aussi déconstruire le récit médiatique et prendre de la distance par rapport à celui-là, puisque les écoliers et les collégiens et lycéens sont aussi les citoyens de demain et qui doivent avoir une posture saine face à la réception de l'information. Est-ce que vous avez l'impression que, au-delà de la semaine de la presse, qui est vraiment le rendez-vous national dans les établissements pour évoquer l'éducation aux médias, est-ce que vous avez le sentiment que ce sujet porté entre autres par Getty News est assez abordé et s'il ne l'est pas, pour quelles raisons? Alors, je ne sais pas, de ma position, c'est compliqué à estimer, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai intérêt pour la chose, à la fois de la part des professionnels de l'information, mais aussi à la fois de la part des écoles qui sont toujours extrêmement intéressées et preneuses pour recevoir ce genre d'atelier. Donc, j'ai plutôt l'impression que oui, il y a une vraie dynamique dans ce sens. Et alors que la situation sanitaire vient quand même compliquer les rencontres, physique, notamment, en tout cas, on sent toujours cette envie de le faire, malgré tout, de trouver un moyen, malgré tout, d'organiser ces rencontres et ces ateliers.
Alors, est-ce que ce désir de travailler sur cette thématique des migrants est lié justement au sentiment qu'on est surinformé, mais avec un certain type d'information, et qu'on a besoin de se créer nos propres espaces pour en parler, pour s'informer autrement? Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a une ambivalence dans ce sujet parce que, évidemment, et particulièrement depuis 2015, qui marque ce qu'on a appelé communément la crise migratoire en Europe, on a évidemment beaucoup parlé du sujet. Mais c'est ce que je disais précédemment, on a parlé de façon biaisée, en confisquant la parole aux personnes concernées. Et on remarque bien en fait que ce sujet-là, il y avait par exemple un sondage de la Commission européenne il y a 2 ans qui est assez éloquent sur le sujet, puisque malgré la prévalence de celui-ci, 7 Français sur 10 s'estiment mal informés sur la question. Donc il y a un vrai enjeu de parler différemment de ce sujet-là et donc de l'incarner véritablement. Alors pour finir notre rencontre, Nina Guedar, justement cette équipe de rédaction, est-ce qu'on peut avoir une idée des profils, les âges, les origines, finalement qui êtes-vous dans cette rédaction? Oui, bien sûr. Alors on a aujourd'hui environ une vingtaine de journalistes qui collaborent à Getty News. Donc pour moitié des journalistes en exil qui viennent de différentes parties du monde, de la Syrie, du Liban, du Zimbabwe, d'Haïti, du Soudan, du Tchad essentiellement, et qui travaillent donc en binôme avec des reporters qui ont fait leurs études en France. Quant à la tranche d'âge, c'est entre le début de la vingtaine et jusqu'à 40 ans, donc des journalistes plutôt jeunes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est au-delà de ça, de confronter la façon dont on fait du journalisme, parce que même chez nos voisins anglo-saxons, la narration est extrêmement différente. Et ça, on s'en rend compte au quotidien. Et c'est c'est un vrai atout, je crois, pour des journalistes de remarquer aussi qu'est-ce qu'on peut s'apporter quand on est issu de cultures et d'horizons divers. Et ce que je voudrais également dire, c'est que certes, il y a des journalistes, des personnes qui étaient journalistes dans leur pays d'origine, il y a aussi des personnes exilés qui font partie de l'équipe qui n'avaient pas suivi de formation en journalisme, mais c'est aussi l'enjeu de Getty News en tant qu'association de permettre à des personnes qui sont intéressées par ces métiers de pouvoir aussi les former en interne, parce qu'on organise également des formations pour justement leur permettre d'écrire, de tourner des vidéos, de faire du montage. Alors je crois que votre initiative a suscité de l'engouement aussi outre-Manche. Il semblerait que Getty News commence à avoir un noyau sur Londres et publie des articles en anglais qu'on peut trouver sur votre site. Tout à fait. Et ça, c'est une envie dès le départ, parce qu'on est, depuis le début, on publie en français. C'est quand même la 5e langue au monde, donc la francophonie, c'est un espace très très important. Mais on avait aussi envie, pour atteindre une audience plus large, en effet, d'avoir du contenu en langue anglaise. C'est chose faite depuis cet été avec une équipe plus réduite qui est à Londres, mais qui est aussi une équipe nomade, parce qu'on a également des personnes qui travaillent pour nous depuis l'Allemagne notamment et qui rédigent en langue anglaise. Et avec une périodicité qui est d'une fois par semaine, avec toujours le même objectif de Getty, savoir humaniser les trajectoires et puis aussi remettre un petit peu de raison dans ce sujet qui est souvent victime de passion. On a un éditeur qui est essentiellement basé en France, mais on a aussi des personnes qui sont basées en Afrique francophone, également au Moyen-Orient. On a remarqué qu'on avait pas mal de lecteurs au Liban, notamment aussi, et dans d'autres zones géographiques attenantes. Et pour la partie en anglais, principalement du coup en Angleterre et aux États-Unis, et pas mal également en Amérique du Sud. Donc ça commence un petit peu à essaimer, on en est très très heureux. Cher Benoît, pendant l'interview de Nina Guedar, rédactrice en chef de Getty News, nos invités du plateau média, images, cinéma, médias sont partis. Voilà, donc Nico est retourné dans son atelier pour dessiner et puis Liban est retourné à Pontivy Communauté dans son chantier d'insertion. Mais nous continuons. Et oui, nous avons quand même eu la chance d'avoir des invités en plateau, ce qui est compliqué en ce moment vu le contexte sanitaire. Voilà, mais on ne peut pas dire que nous manquons de matière, n'est-ce pas? Et nous allons continuer le voyage en République démocratique du Congo. Je vous explique. Africa 2020, c'est une invitation à partager du savoir, à partager des regards,
à accompagner la création et l'expression. On a eu un exemple là sur Pontivy. C'est un projet qui n'aurait jamais vu le jour sans Africa 2020. Là, c'est un projet qui n'est pas nécessairement un projet Africa 2020, mais qui est dans l'esprit, puisque ça se passe à Goma. On est dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo. Et j'ai repéré là-bas, grâce à 2 jeunes mondoblogueurs, Lebon et Gustave, que je salue au passage, une exposition. L'artiste s'appelle Aïcha Mouteba. Il a choisi d'exposer un travail en cours autour de la question de la colonisation moderne. Et nous allons entendre maintenant l'interview de la jeune commissaire d'exposition qui a collaboré avec Aïcha Mouteba sur ce très beau projet qui devrait venir en Europe, notamment en Belgique cet été. Donc c'est Anouk Berthaud, c'est ça? Anouk Berthaud habite à Pau et du fait du confinement, elle a dû tout faire à distance, mais elle nous explique tout ça. Anouk Berthaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes commissaire d'exposition, historienne de l'art, et je vous ai invité à participer à ce plateau média, images, cinéma, média pour la saison Africa 2020, parce que vous avez une actualité en République démocratique du Congo, à Goma, exactement, dans la région des Grands Lacs. Quelle est cette actualité, Anouk? Alors, il s'agit en fait d'une exposition d'art contemporain, donc autour de la colonisation moderne, avec l'artiste Aïcha Mouteba, l'artiste congolais, donc avec qui nous avons fait cette exposition donc autour de la colonisation moderne, qui a lieu donc en ce moment à l'Institut français de Goma. Alors, comment la rencontre avec Aïcha Mouteba s'est faite? Vous l'avez déjà rencontrée C'est simplement par les réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Et donc, il souhaitait travailler sur ce rapport à la colonisation donc actuelle, et aussi donc pour montrer, pour sensibiliser justement que cette colonisation, en fait, elle n'est pas partie, elle fait encore partie, elle est encore incluse dans notre quotidien, et en fait, quelle que soit justement notre situation géographique. Alors, quand on parle de colonisation, on pense évidemment à un rapport de domination, on pense aussi à choc des cultures, avec une culture effectivement dominante qui s'impose comme une évidence à toutes celles qui sont là et qui ne trouvent plus forcément d'espace d'expression. Mais on pense aussi à ces regards portés sur l'autre. Et comme on parle d'image, cette exposition, donc, qui est une exposition de peinture, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une exposition de peinture. Et il y a aussi donc une installation. Alors l'installation, c'est un dispositif donc qu'on trouve en art où l'artiste va prendre possession de l'espace en installant littéralement donc des objets, comme une mise en scène en fait, comme au théâtre. Donc Aïcha Mouteba, ce qui l'interroge, c'est le regard des Africains sur cette histoire coloniale, sur ce qu'il en reste aujourd'hui, sur l'héritage, ou l'interroge aussi les représentations qu'on peut avoir, nous, entre guillemets, occidentaux, sur cette Afrique-là. Alors, donc pour cette exposition, nous, on l'a conçue à 2, en fait. Ce n'était pas que lui qui a produit. Il faut savoir que moi aussi, donc en tant que commissaire, on l'a conçue véritablement à 2. C'est-à-dire que on a confronté nos 2 regards, on va dire occidental et africain, et on a créé tout le parcours justement de l'exposition et des œuvres par rapport à ça. Donc c'est pour ça que dans notre thématique, on interroge vraiment tous les aspects de la colonisation. Donc moi, par rapport aux textes qui sont là pour expliquer, donner des clés de lecture, donc des œuvres d'Aïcha, mais aussi donc lui par ses œuvres par rapport à des symboles aussi qu'il réutilise. Donc ça va être des symboles par exemple par rapport aux réseaux sociaux comme justement Facebook, LinkedIn ou Twitter, ce genre de choses justement que tout le monde utilise, mais ça peut être considéré comme une forme de colonisation. Mais il y a aussi justement tout le versant de justement tous les appareils électroniques, par exemple nos appareils électroniques qu'on utilise, vous et moi, tout simplement, avec d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce que c'est une forme de colonisation, ou est-ce que tous ces produits viennent des 4 coins du monde, et quelque part il y a une forme de domination justement pour récupérer tous les minéraux, justement tous les minerais qui servent à construire par exemple nos téléphones.
Et tout cela, donc justement, ça se fait tant à Goma que dans tous les 4 coins du monde. Et vous êtes historienne de l'art. Anouk, en quoi l'art permet justement d'aborder autrement ces questions-là de l'évolution de nos sociétés, des enjeux géopolitiques, d'accès aux ressources et aussi de nos usages. On peut avoir des conférences sur ces sujets-là que vous êtes en train d'aborder. Qu'est-ce que l'art apporte de si particulier, de différent? Alors, à mon sens, en fait, l'art, c'est ce terrain neutre, en fait. Ce terrain neutre qui nous permet justement de voir le monde tant avec un autre regard. Ça peut être un regard d'enfant, ça peut être un regard où justement on va se débarrasser de tous nos codes de la hiérarchie et aussi tous les codes justement sociaux ou culturels. C'est ainsi, par exemple, qu'on va avoir des enfants ou des personnes qui n'ont jamais vu de l'art, ou même de l'art d'Afrique ou de différents continents, où ça va parler à l'enfant, ça va lui quelque chose, il va être touché par ça. Et à mon sens, c'est pour ça que l'art est aussi puissant, parce que toutes ces personnes, quelles que soient leurs origines, s'ils ont une éducation ou quelque chose, elles vont être quelque part touchées par l'art, quelle que soit justement la période, quel que soit le style, le pays. Et à mon sens, c'est pour ça aussi que l'art est aussi important, surtout en ces périodes-là. Alors, une question s'impose, même si on n'a malheureusement pas le temps, Anouk, de nous intéresser directement à votre parcours, mais comment une jeune femme, vous vivez à Pau, je crois, comment une jeune femme diplômée, française, originaire d'une zone rurale en montagne dans le Jura, je crois, comment on en vient à s'intéresser à cette question des regards africains, à accompagner des artistes africains? Je crois que vous accompagnez des artistes du monde entier, mais en particulier là, avec Aïcha Mouteba, voilà, comment ça vient dans votre vie, vous, de jeune femme qui vient de créer son entreprise? Bien tout simplement parce que j'ai envie en fait de réconcilier l'humain en fait avec lui-même. Je pense que c'est ça. C'est cette idée-là que d'accord, l'humain il peut faire des choses terribles, mais aussi il peut aussi faire des choses magnifiques. Et c'est à nous en fait de les valoriser, tout simplement. Puisque notre plateau média aujourd'hui s'adresse à tout le monde, bien sûr, mais en particulier aux enseignants, aux enseignantes, comment votre travail, votre proposition, votre coopération avec Aïcha Mouteba peut servir de support pédagogique pour une classe, Anouk Berthaud? Je pense tout simplement par montrer que on peut que justement un dialogue est possible, quelles que soient les nationalités, quelles que soient nos origines. Déjà, ça me semble primordial. Ensuite, que aborder les thèmes difficiles, comme justement la colonisation ou d'autres thèmes qu'on va poursuivre aussi avec Aïcha dans le cadre de futures collaborations, c'est possible par les arts justement. Donc, il faut vraiment, il faut pas hésiter justement à en parler aux enfants, que ce soit par les arts, il y a beaucoup d'artistes qui sont emparés du thème, et je pense que c'est par l'art on peut justement créer ce moyen-là d'inciter peut-être à la paix, à la réconciliation entre les humains en fait. Alors cette exposition, je crois qu'elle va être visible en Belgique, à partir de quand? Alors pour la Belgique, on n'a pas encore de date, il me semble que c'est pour l'été. Donc là, on est encore en train d'ajuster différentes dates, parce qu'elle a aussi demandé donc dans d'autres instituts français, on est en cours de négociation. Mais voilà, elle va sûrement bouger, donc sûrement en Belgique et aussi donc dans d'autres instituts français, quoi. Voilà, je ne sais pas encore trop dire le nom parce que rien n'est sûr, mais voilà, il faut suivre de près justement nos aventures. Alors, Anouk Berthaud, merci d'avoir contribué à ce plateau média. On rappelle le nom de votre exposition avec Aïcha Mouteba à l'Institut culturel français de Goma en République démocratique du Congo, la colonisation moderne. On peut suivre les informations sur les réseaux, j'imagine? Oui, c'est ça. Donc sur les réseaux sociaux, donc surtout Facebook et Instagram, donc sur le compte de l'Institut français donc de Goma, sur justement aussi le compte donc d'Aïcha Mouteba et le mien aussi. Donc voilà, notre première partie du plateau média est terminée. On a bien vu que sur la question de l'image, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi explorer aussi des univers, que ce soit grâce à la BD ou à d'autres supports, que ce soit les arts plastiques, l'art de la fresque aussi.
Et puis, nous allons continuer avec nos deux autres temps forts de ce plateau média. Un premier temps sur le cinéma et ensuite, nous évoquerons la question des médias.